au menu pour cette fin de matinée, euh, tout d'abord, on vous proposera une première introduction sur ce concept d'éthique au travail qui n'est pas nouveau, mais on le verra, qui aujourd'hui prend un sens un petit peu différent dans un contexte où les enjeux de sens au travail apparaissent aujourd'hui comme étant constitutifs ou fondamentaux de la relation que chacun peut entretenir avec son travail. Ensuite, nous aurons l'intervention de Roger Gilles, qui est neuropsychiatre et directeur de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, qui travaille spécifiquement dans le champ de la santé et qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur le lexique qui gravite autour de la question de l'éthique, ce qui relève des conflits de valeurs, de la morale, et il nous permettra de bien définir ce que peut être l'éthique au travail. Ensuite, nous aurons le plaisir d'échanger avec Philippe Bourrachaud, qui est délégué syndical central de l'Institut de surveillance du nucléaire, où on évoquera dans ces contextes euh, de production et puis de sujets, on va dire, épineux, comment garder le cap de l'éthique au travail dans des contextes à la fois de transformation interne et puis dans des sujets qui impactent de manière, on va dire, politique, le rapport qu'on peut avoir à son travail. Euh, Puis nous aurons avec nous Patrick Castel, qui est directeur de recherche de la Fondation nationale de sciences politiques et directeur adjoint du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, qui nous apportera quels éclairages sociologiques ou quels éclairages de la sociologie apportent sur ces questions d'éthique. On restera aussi dans le secteur là du soin et le secteur médical, puisque Patrick Castel a beaucoup œuvré dans ce secteur professionnel. Et puis, pour conclure ce webinaire, nous aurons l'intervention d'Amandine Brugière de l'ANACT, qui est responsable des développements techniques et scientifiques, et qui nous relatera comment l'éthique et cette notion a émergé dans les travaux que le réseau mène déjà depuis quelque temps sur le travail de demain. Et on voit que même si c'est une question ancienne, c'est aussi une question très actuelle et une question d'avenir pour la manière dont chacun vivra ou vit déjà son travail aujourd'hui. Donc, en guise d'introduction, on va faire un petit voyage dans le temps pour identifier comment ce concept d'éthique est apparu ou a évolué en lien avec l'activité productive qui est celle du travail des individus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Antiquité, il y avait une dissociation de différents types d'activités, euh, que ce soit dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, avec d'un côté les activités, les travaux qui ne nécessitaient pas de critères esthétiques ou de compétences particulières, donc l'effort du travail de la terre, le travail de l'agriculteur, du maçon, avec cette notion de labeur, de ponos, d'épreuve du travail qui fait souffrir, du travail un petit peu ingrat, et puis qui était systématiquement opposé au travail des artistes ou au travail à forte valeur ajoutée, ergon en grec qui a donné ergonomie, opus en latin qui a donné œuvre. Donc
tout ça, ça nous incitait à penser qu'il y avait des activités sur lesquelles on pouvait avoir une exigence en termes de qualité et que, on avait des activités différentes. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, et puis éclairé aussi par les travaux de la psychodynamique du travail, c'est que le fait de produire un travail de qualité, c'est une préoccupation qui traverse l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des métiers, et puis chaque individu, que c'est vraiment au cœur de toutes les activités professionnelles, quelles qu'elles soient, et que tout un chacun est habité par le souhait de produire un travail de qualité sur lequel tantôt on pourra porter un jugement de beauté sur un pansement réalisé par une infirmière, par exemple, ou toute autre activité. Un jugement de conformité, est-ce que le travail a été réalisé dans les règles de l'art? Notamment, par exemple, je ne sais pas, quand on regarde un tableau électrique, certains pourront s'offusquer, d'autres n'y comprendront rien, mais les experts pourront dire que ce tableau électrique a été réalisé avec une certaine forme de beauté, et en tout cas en conformité avec les règles du métier. Il y a aussi aujourd'hui cette question de jugement de l'utilité. Est-ce que ce que j'ai produit, est-ce que le travail que j'ai réalisé a été utile à la communauté dans laquelle je vis ou pas? Et puis, il y a le jugement d'excellence qui peut traverser tous les métiers, même, voilà, ça peut être dans le secteur du soin. On peut réaliser un pansement très complexe et se dire que c'est un excellent travail. Et c'est une préoccupation qui est commune à toutes et tous. Tout ça, ça nous mène à considérer que la question de l'éthique est très ancienne, mais aujourd'hui, il y a des termes qui renvoient plus ou moins à ce registre de l'éthique au travail. On parle de grande démission en lien avec la perte de sens, on parle de burn-out, de bullshit job, de quiet quitting, de bifurqueurs qui ne se retrouvent pas dans les pratiques de certains professionnels de certains secteurs. Je pense notamment aux étudiants diplômés de Paris Agrotech qui ont décidé de ne pas se diriger vers les structures pour lesquelles ils étaient a priori prédestinés. On parle aussi de santé mentale au travail, où les personnes, justement, pour cette question de manque de cohérence avec une éthique personnelle, se retrouvent en situation de souffrance. Alors, cette question de l'éthique, elle est à la fois très ancienne, elle se pose de manière nouvelle, mais on a connu aussi une période qui correspond plus ou moins avec en point central l'émergence du phénomène des risques psychosociaux. On s'aperçoit que cette question de l'éthique, elle a commencé à émerger, on va dire, au milieu des années 2000 avec les travaux de Patrick Faro, notamment, qui parlait de souffrance éthique, où là, on est face à une problématisation vraiment en lien avec la morale de l'individu et est-ce que son travail est cohérent avec ses valeurs. Pascale Molinier, elle, parlait de souffrance morale et nous disons que bah, pour maintenir une certaine forme de normalité psychique au travail, bah, l'individu était capable de filtrer un certain nombre de ses valeurs ou de les passer, de les laisser un petit peu de côté pour se dire que
Bah, au bout du compte, ce qui est réalisé, c'est pas si éloigné des valeurs qu'on peut porter. Donc, on voit que chacun peut s'arranger aussi un petit peu avec ses valeurs, son éthique. Joseph Torrent nous parle, lui, de souffrance morale pratique et nous dit que c'est vraiment dans la capacité de réaliser l'activité ou pas, telle qu'on la conçoit que s'instaure ou pas une forme de souffrance morale pratique. Ensuite, un peu plus tard, Christophe Dejour posera les bases de ce concept de souffrance éthique. Puis, quand il s'agira de classifier les différents risques psychosociaux, cette question de l'éthique et des valeurs n'a pas échappé, y compris dans les possibilité de tracer les facteurs d'exposition. Et c'est ainsi que, on retrouvera dans les facteurs GOLAC, qui sont les facteurs aujourd'hui communément admis comme déterminants des risques psychosociaux, on retrouvera cette notion de conflit de valeurs. Un peu plus tard, Henri Lachmann, dans son rapport avec Muriel Pénicaud, évoquera la notion de bien-être et performance, où on établit directement une corrélation entre la possibilité de faire un travail de qualité et puis le bien-être mental des personnes au travail. Un peu plus tard, Yves Plot, dans Travail à cœur, nous parlera de qualité empêchée. Et on retrouve ici un petit peu les propos de Joseph Torrent, c'est-à-dire que c'est dans la possibilité de réaliser une tâche telle qu'on l'a pensée, de la manière dont on l'a pensée, avec ses critères de qualité, qui va faire que bah, la personne va être plus ou moins en difficulté s'il y a une dissonance entre la manière dont je vois comment peut être réalisée mon activité et ce que je peux réellement mettre en œuvre. Et puis un petit peu plus tard, on aura la notion de bullshit job, alors qui peut recouvrir différents concepts, mais qui, malgré tout, nous interpelle sur euh, est-ce que le travail que j'effectue est vraiment éthique du point de vue de mes valeurs, du point de vue aussi de l'intérêt de mon activité pour la communauté. Donc, l'éthique, et puis on y reviendra, on voit qu'elle peut d'ores et déjà se jouer à différentes strates plus ou moins proches de l'activité. Pour compléter en fait, cette, vision, historique, on va dire, de la notion d'éthique, on trouve, à partir justement des années 2010 environ, quelques données qui commencent à s'agréger où, les termes, d'éthique apparaissent et font du lien avec les questions de santé mentale, de sentiment d'utilité et de qualité de vie au travail. Donc c'est la DARES qui produit, ces études, en, regroupant un certain nombre, d'items qu'ils, appelleront conflits de valeurs. Donc vous voyez que, on a une proportion de 40 de salariés disant ne pas être, ou peu exposés à des conflits de valeurs et puis ensuite on a plusieurs formes d'expression, et plusieurs niveaux d'intensité. On a, surexposé aux conflits de valeurs, un travail qui manque de sens et de qualité, ce qui rejoint, l'approche, présentée précédemment, un travail inutile mais avec quand même des moyens pour bien le faire, ou une fierté du travail utile et bien fait malgré l'insuffisance de moyens et puis en conflit éthique, mais avec les moyens de travailler. Alors comment on peut questionner, les salariés sur ce sujet-là? Ben, dans les questions posées, il y a, je dois, mentir, à des clients, des patients, des usagers, je dois prendre des risques pour la santé physique ou mentale des patients, des usagers, des clients, des collègues. Je vous en cite un autre, je dois faire des choses qui ne sont pas de mon ressort. Il y a aussi, la fierté, d'un travail, utile et bien fait malgré l'insuffisance de moyens. Voilà tout un tas, d'items sur lesquels, les répondants ont pu être, questionnés. Il y a beaucoup, de facettes en fait, derrière, ce concept
et peut-être trop d'ailleurs, puisqu'il faut réussir à avoir une vision un peu cohérente, de tout ça. Si on zoome un petit peu plus sur, les populations, qui sont, exposées, à, ces sujets-là, on regarde notamment les données en matière de tranche d'âge, avec, des populations qui sont, plus exposées que d'autres, plus sensibles, à ce sujet. On voit qu'il y a quand même, une proportion plus importante pour les actifs qui sont entre 30 et 50 ans. Donc vraiment, le plein milieu, de la carrière, ce qui ne veut pas dire que c'est pas un sujet malgré tout, pour, d'autres populations plus jeunes, ou plus anciennes, dans le monde du travail. Donc voilà, des sensibilités un peu différentes, selon le moment de notre vie professionnelle où on se situe. Si on regarde maintenant par secteur d'activité, on s'aperçoit que, ben, d'une manière générale, d'ailleurs c'est vrai aussi pour les tranches d'âge, aucun secteur n'est complètement épargné puisque, une proportion, des actifs répondent ne jamais, être amenés à réaliser des choses qu'elles désapprouvent, mais une autre forte proportion répond malgré tout, faire des choses qu'elles désapprouvent toujours, souvent ou parfois, avec quand même quelques secteurs d'activité qui, se distinguent plus particulièrement. On a le secteur, de la fonction publique et de l'enseignement et du sanitaire et social. On a les activités immobilières, par exemple, et on a le secteur de la construction, ainsi que la fabrication, d'aliments, de boissons et de tabac. Donc quelques secteurs qui semblent plus touchés par, cette difficulté, et si on zoome encore un peu plus, sur, l'exposition, des, activités, il y a quand même un contexte, qui se manifeste, de manière plus évidente, c'est la fonction publique hospitalière où, les personnes, répondent à presque, enfin à 70, être, parfois, souvent ou toujours exposées à faire des choses qu'elles désapprouvent. Donc il y a bien, des problématiques, liées à certains secteurs d'activité, qui dominent autour de ces enjeux d'éthique, au travail. Ce qui nous amène à réfléchir, aux différentes scènes de l'éthique. Je te laisse prendre la main, Arnaud. Oui, donc sur la base de ce qu'on a pu percevoir au cours de nos interventions en entreprise, et puis aussi sur toute la trajectoire du concept qu'on a évoqué tout à l'heure, en passant par Molinier, Golac, Yves Clos, on voit que la question de l'éthique se pose à différents niveaux. La première, à la base, à un niveau micro, ça va être l'éthique du geste professionnel. Est-ce que je peux faire mon geste professionnel de la manière dont je l'avais imaginé au départ? Est-ce que j'ai les moyens pour le réaliser? Et est-ce que ce geste professionnel voilà, peut être vu, reconnu? Est-ce qu'il est conforme par rapport à ce que j'ai appris, par exemple, en école d'aide-soignante ou en école d'infirmière? Donc, c'est toute cette question du geste professionnel, du geste technique, pratique. Euh, Ensuite, on a la question de l'éthique par rapport au fonctionnement du collectif et de l'organisation du travail. Est-ce que j'évolue dans une entreprise où je constate une certaine forme de justice organisationnelle ou pas? Est-ce que le management est équitable? Donc ça, on voit aussi que c'est des choses qui vont percuter les valeurs des individus avec derrière différentes formes de réactions. Par exemple, ce qu'on peut entendre, nous, régulièrement, c'est que bah, le collègue qui a été promu, c'est celui qui part à la pêche avec le manager. Voilà, bah, moi, en tant qu'individu au travail, ça peut rentrer en conflit avec ce que j'estime être une organisation juste et l'éthique que j'entends du fonctionnement d'un groupe humain pratiquement. Donc, ça peut se jouer à ce niveau-là.
Et puis, se pose aussi, et on évoquait le sujet avec les bifurqueurs tout à l'heure, est-ce que j'intègre une organisation qui respecte ou qui est conforme à ma représentation, à ma morale du respect de l'environnement, de la paix, de la santé, du vivant, du droit social? Est-ce que on est dans une forme aussi de probité avec l'absence de corruption? Alors, on l'évoquera peut-être tout à l'heure avec Monsieur Bourrachaud, hein, la corruption, ça peut se jouer du côté des directions, mais aussi des salariés et même des syndicats. Donc, on voit que les scènes de l'éthique se jouent sur différents tableaux, mais que à chaque fois, c'est le même problème, c'est la question de est-ce que c'est conforme à mes valeurs ou pas? Et aujourd'hui, là, on a différentes bulles, mais on n'a pas identifié de hiérarchie visant à dire que bah, c'est plus l'éthique vis-à-vis du geste professionnel qui est plus importante que les missions de l'organisation. Aujourd'hui, on voit et on l'a vu aussi à travers les écrits de Pascal Molinier, chacun compose un peu aussi et peut-être des fois écarte certains critères en se disant, bon, bah, c'est pas si grave, je peux m'arranger avec cette entorse vis-à-vis de mes valeurs. On peut se poser la question aussi des salariés qui travaillent dans des industries d'extraction de minerais, des salariés qui vont travailler dans des structures qui produisent de l'armement. Donc tout ça, on arrive aussi à une reconstruction des valeurs et puis d'une forme de cohérence éthique au niveau des individus. Et du coup, pour permettre d'envisager des pistes d'action au sein des entreprises sur ces trois registres-là, dans les interventions qu'on peut mener, voilà, dans la veille qu'on peut faire, on observe différents dispositifs qui visent à mettre en débat entre les salariés comment bien réussir le travail et à se mettre d'accord sur ce sujet-là. Alors, sur la question du geste professionnel, les entreprises qui organisent des espaces de discussion sur le travail et de l'analyse des pratiques professionnelles permettent justement cette approche de comment nous aurons collectivement un compromis sur ce qu'il y a à faire ou comment signaler des choses qui peuvent me mettre en conflit de valeurs. Si, par exemple, pour fabriquer une pièce, on me donne un moule qui lui-même n'est pas conforme, je sais que la pièce sera non conforme et donc je vais faire du travail de mauvaise qualité d'emblée, mais si je n'ai pas la possibilité de le dire et si ça ne peut pas se régler, je vais continuer à faire un travail dont je saurai d'emblée qu'il est de mauvaise qualité et qu'il me demandera derrière des reprises et donc une intervention qui sera aussi coûteuse pour l'entreprise. Sur le fonctionnement de l'organisation, plus, les personnes vont pouvoir être associées à la conception des systèmes qu'elles vont devoir utiliser, donc c'est ce qu'on appelle la co-conception ou l'UX design, le design à partir de l'expérience utilisateur. Plus elles vont pouvoir témoigner de comment jusqu'à maintenant elles faisaient et comment elles pourraient bien faire avec un système qui, soit à la fois en adéquation avec leurs capacités et avec le travail qu'elles ont à produire. C'est aussi la question du facteur humain quand il est examiné dès le départ dans les projets de conduite de changement, ce qu'on peut appeler la question de QVT embarquée. Comment je fais en sorte que ce projet prenne bien en considération les individus et comment je me dote d'instances pour le faire ou comment je traite les questions d'équité dans l'organisation avec des façons de s'emparer des aspects RH, de structuration des équipes, etc. Et puis dans, ce que les entreprises peuvent mettre, à un niveau plus stratégique, et bien, pour, soutenir une éthique au travail, on peut avoir des gouvernances plus élargies qui intègrent plus d'acteurs, de manière à avoir une décision qui, mixe des points de vue variés. On peut aussi, se doter, d'indicateurs, de performance sociale et sociétale, et environnementale, et s'assurer que, derrière, ces indicateurs, il y ait des réalités qui soient déclinées dans l'organisation.
Il y a aussi, la possibilité d'organiser des systèmes d'expression plus directs pour que, l'ensemble des équipes puissent, mettre en adéquation la façon dont, les entreprises fonctionnent avec, leurs attentes en matière d'éthique et de valeurs, sur le travail. Donc il y a tout un registre d'actions, sur ces 3 sphères, qui permet d'élaborer une éthique au travail, selon le registre que l'on considère. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que même si le concept peut être très stratosphérique de l'éthique, en fait, on arrive rapidement sur des choses extrêmement concrètes dans la mise en œuvre des organisations de travail et dans la vie des organisations de travail. On a évoqué les espaces de discussion sur le geste professionnel, mais sur les missions de l'organisation et les instances de gouvernance. On peut tout à fait penser également à ce qu'on retrouve dans le secteur médico-social, au conseil de vie sociale, où on associe les professionnels, des salariés, peut-être des représentants du personnel, des résidents de l'établissement, des habitants aussi qui logent autour de la structure pour que la structure qui aide les personnes en difficulté soit complètement intégrée dans son territoire. Donc on arrive sur, malgré tout, euh, sur des choses extrêmement concrètes pour mettre en jeu ce sujet de l'éthique au travail. Donc, on a aujourd'hui une myriade de termes qui aujourd'hui sont peut-être parfois un petit peu mélangés. On parle de travail bien fait, de travail qui génère de la dissonance cognitive entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on peut faire. On parle d'éthique qui va impacter ou mobiliser en tout cas notre morale, nos valeurs. On parle de bientraitance, comment cette éthique de la bientraitance va se mettre en œuvre dans le geste professionnel. On parle de conscience professionnelle, de conflit de loyauté, et puis un terme un peu plus barbare qui est celui de l'acrasie, où c'est ce qui va permettre de qualifier s'il y a une différence entre la manière dont je voyais la réalisation parfaite de mon activité et la possibilité réelle de conduire mes actions à bien. Donc cet écart qu'on appelle l'acrasie, est-ce qu'il interpelle directement l'éthique ou pas? Donc ce qu'on vous propose peut-être pour y voir un peu plus clair avec ces différents termes, c'est de laisser la parole à Roger Gilles sur comment, à travers la pratique du soin, on peut comprendre un peu mieux et cerner un peu mieux cet objet qu'est l'éthique au travail. Oui, merci, Monsieur Barillet. Je vais essayer timidement de m'engager dans ce sujet, alors que je suis plutôt, bien sûr, dans l'éthique scientifique et dans l'éthique de la pratique des soins. Alors, ce qui est vrai, c'est que la pratique des soins engage des professionnels de santé dont la mission est de mettre en œuvre leurs compétences, c'est-à-dire leur savoir-faire, au service de personnes vulnérables qu'elles doivent accueillir, écouter et accompagner. Ce travail des professionnels de santé sur la manière dont leur mission se déploie et est reconnue par la société, sur le sens que leur métier peut donner à leur vie et sur leur propre vulnérabilité. Leur manière d'exercer leur métier peut se réduire à l'application des lois, des règlements, des protocoles, et on l'a vu pendant la pandémie, des recommandations torrentielles qui se sont déversées et qu'il suffirait d'appliquer passivement. Mais cette manière d'exercer leur métier peut être aussi portée par une interrogation
fondamentale, celle-là même qui définit l'éthique. Que faut-il faire pour bien faire? Telle est la définition et le sens de l'éthique, du questionnement éthique. Car l'éthique, toute éthique, n'est pas, ne peut pas être que l'application de lois, de règlements, de consignes, de recommandations, d'injonctions, y compris l'éthique au travail. On peut ainsi dire, par exemple, qu'il est éthique de respecter les consignes de sécurité prescrites, mais respecter les règles de sécurité ne suffit pas à attester d'un souci éthique, mais plus simplement d'un sentiment du devoir accompli. C'est éthique, mais ça n'est pas l'éthique. Quand ça se réduit à un respect des règles, comme un devoir réglementaire, un devoir moral. Alors, en quoi l'éthique de la pratique des soins peut-elle aider à cerner l'éthique au travail? Parce que le temps manquerait bien sûr pour faire une étude systématisée, je vais me contenter de relever quelques concepts, car c'est dans les concepts finalement que tout se noue. Le premier concept que je voudrais évoquer, c'est celui de vulnérabilité. La vulnérabilité désigne ce qui peut être blessé, le travail met la personne en situation de vulnérabilité. En effet, les hiérarchies du travail mettent en évidence plusieurs formes de vulnérabilité. Sont des exemples caractéristiques de vulnérabilité les personnes en période d'essai ou encore les personnes dont l'emploi est provisoire. La personne qui doit obéir est elle aussi une personne vulnérable, comme est vulnérable la personne qui doit se faire obéir et qui joue en quelque sorte sa crédibilité. Alors constater sa propre vulnérabilité comme celle d'autrui ne modifie pas, bien sûr, en elle-même la vulnérabilité, mais ce constat témoigne d'abord d'une certaine humilité, de l'attention qui est portée à autrui au-delà de l'évaluation mécanique de son travail. Le travail, mais qui l'a fait? Qui était-il? Elle inscrit le travail, finalement, dans la prise de conscience de l'imperfection qui est coextensive à l'humanité. Après cette première incursion, je voudrais aborder le concept de valeur. Les valeurs qui doivent interroger et guider les comportements. Il faut éviter, me semble-t-il, l'inflation des valeurs. Il faut éviter de confondre les valeurs, par exemple, avec les vertus, la patience, l'honnêteté, le souci du travail bien fait. Bon. Les valeurs désignent ce qui vaut, c'est-à-dire ce qui sert de référence au comportement. Et ces valeurs, elles ne sont pas très nombreuses. Je parle là seulement des valeurs fondatrices. Il s'agit de la liberté, de l'égalité et de la fraternité qui sont inscrites depuis 1948 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, y compris du citoyen malade, y compris du citoyen soignant, y compris du citoyen au travail. Et ce sont ces valeurs, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, qui ensuite se déclinent en principes qui servent à vérifier que nos comportements sont en harmonie, en cohérence avec ces valeurs. Alors, entrons dans quelques exemples concrets pour, en quelque sorte, légitimer ce que je viens de dire. Ainsi, de la valeur liberté découle le principe d'autonomie.
le principe du respect de l'autonomie, le fait que tout être humain doit avoir la capacité de consentir. Dans le monde de la santé, c'est consentir aux soins, ceux qui nécessitent auparavant d'avoir été informés. Dans le monde du travail, le respect de l'autonomie peut entrer en tension avec l'obéissance nécessaire au fonctionnement efficace des institutions, des entreprises. Comment, dans le management, distinguer la résignation à l'obéissance et le consentement à l'obéissance, ce qu'on pourrait appeler, après Madame Edmé de la Rochefoucauld, l'acquiescement, non pas la résignation, mais l'acquiescement qui suppose l'appropriation. Comment passer de l'obéissance aveugle à l'obéissance réfléchie? Comment faire en sorte que les ordres donnés n'appellent pas à une obéissance mécanique, passive, mais à une obéissance soucieuse par les explications données, par la relation de parole, devenir alors une obéissance appropriée, sans pression, sans la pression de ce qu'on pourrait appeler une obéissance hétéronomique. Il faut faire ceci, point à la ligne, je commande. Obéissance hétéronomique qui écrase l'autonomie du sujet. Nous n'avons pas le temps de dire aussi que cette obéissance appropriée peut supposer, dans la lignée de la réflexion du philosophe, pensée d'une obéissance appropriée, d'une obéissance pensée. Voilà, et là, pensons à Hannah Arendt, la pensée. De la valeur égalité, pour donner un autre exemple concret, découle, par exemple, le principe de justice. Il est banal, bien sûr, que les règlements, les chartes revendiquent la nécessité de la justice. Comment pourrait-il en être autrement? La justice n'est jamais d'ailleurs mieux comprise que si on ne la définit pas. Sur les concepts incompris qu'ont lieu les plus grands accords. Voilà. Et l'éthique invite à aller plus loin et à quêter tout ce qui peut mettre en danger l'égalité de chacun. J'entends ceux qui, dans le monde du travail, sont des subordonnés, ce qui sous-entend la manière dont préférences ou au contraire des indifférences, voire pulsions relationnelles. On retrouve là des préoccupations éthiques qui ont été de tout temps et sous des noms divers soulignés. Ainsi en est-il de ce précepte éthique fondamental qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, ne pas faire exception de personne. Ne pas faire exception de personne, ce qui veut dire ne pas favoriser quelqu'un au détriment d'un autre pour des raisons subjectives, sans s'interroger sur ce qui peut fonder, légitimer de manière objective une inégalité de traitement. Car la justice est un concept complexe qui conduit à s'interroger, et dans le monde de la santé, depuis le rapport Belmont dans les années 75, sur le fait de savoir si la justice est une part égale pour chacun, à chacun selon ses besoins, ou si c'est aussi à chacun selon ses mérites. Voilà des arbitrages de justice qui ont une dimension éthique capitale. De la même manière, des raisons subjectives
peuvent conduire à contrevenir au principe de justice par ce que l'on peut appeler des actes de maltraitance ordinaire. Je ne parle pas d'abord des maltraitances massives, mais ce que dans le monde de la santé, vous pouvez visiter actuellement le site du ministère avec les travaux d'Alice Cassagrande sur ce sujet, cette maltraitance ordinaire, c'est dans les relations de travail, surtout si cela provient d'un supérieur, des éléments subtils, l'agacement, le rabrouement, l'impatience, le je n'ai pas le temps, le peut-être plus tard. Et bien sûr, l'acmé de cette maltraitance ordinaire qu'il faut travailler à sa base, c'est le harcèlement, en est la forme la plus monstrueuse, car il contrevient, le harcèlement, et au principe de justice et au principe d'autonomie. Alors, allons dans un autre exemple de la valeur fraternité. De la valeur fraternité découle le principe de bienfaisance. Bienfaisance, encore un concept complexe et parfois ambigu. Bienfaisance, bien faire son travail, certes, mais aussi, j'allais dire aujourd'hui, au-delà de ce qu'on appelle la santé mentale, qui est un concept, me semble-t-il, trop restreint. Euh, Nous ne sommes pas un mince, un MENS, ni un corps, nous sommes une entité unique. Je préférerais parler du bien faire au travail et du bien-être au travail. Contribuer au bien-être d'autres que soi dans une conception plus holistique de l'autre. Le bien-être de celles et ceux qui travaillent contribue en effet à la qualité du travail. La valeur fraternité invite aussi à méditer sur la dimension éthique du sentiment d'appartenance. L'être humain, disait Aristote, est par nature sociable. Le lieu de travail dessine, circonscrit une société qui occupe un temps non négligeable de vie. Cette société doit veiller à promouvoir, à entretenir, à faire grandir un sentiment d'appartenance qui est, pour la personne qui travaille, un facteur de sécurité et de bien-être. Ce qu'on appelle la culture d'entreprise est une manifestation, entre autres, de ce sentiment d'appartenance. Le monde du travail, s'il est inclusif, doit permettre de construire le récit d'une identité narrative. Le travail fait partie de notre histoire identitaire et il doit, selon les mots de Paul Ricoeur, pouvoir se mettre en récit. Certes, il ne s'agit pas d'une vision béate qui ignorerait les crises, les tensions. Kant parlait déjà de la sociable insociabilité de l'homme. Il s'agit au contraire d'une construction vivante qui lie, qui connecte des individus les uns aux autres et qui rassemble des souvenirs, des actions, des relations, des projets. Un lieu de travail qui ne sait pas cultiver ce sentiment d'appartenance ne relève que d'un management productiviste et donc déshumanisant. On y entre par nécessité dans ce type de lieu pour en sortir le plus vite possible et seulement parce qu'il faut bien gagner sa vie ou parce que la vie est difficile. Et ce sont ces trois valeurs rassemblées dont j'ai énoncé quelques corrélats, liberté, égalité, fraternité, ces trois valeurs rassemblées qui doivent finalement donner les clés de la dignité qui est au cœur de toute éthique et donc de l'éthique au travail. Cette dignité est la considération due à toute personne humaine
par le seul fait qu'elle est une personne humaine. Et cette dignité s'appuie sur ce qu'Emmanuel Kant appelait le règne des fins, F-I-N-S. Et je ne fais pas allusion à l'heure, bien entendu, le règne des fins, F-I-N-S. Alors, expliquons-nous. L'être humain, celui qui travaille, celle qui travaille, peuvent-ils être des instruments? La réponse, des moyens. La réponse ne peut être que positive. Mon boulanger est mon instrument parce qu'il fait le pain dont j'ai besoin. Mon maçon est mon instrument parce qu'il fait le mur dont j'ai besoin, le mur de ma maison, parce qu'il installe un carrelage. Et ceci peut s'appliquer à toutes les productions du travail humain, y compris le travail des soignants. Mais ce qu'il Professeur, faut est-ce bien, qu'on pourrait s'acheminer vers une forme de synthèse ou de c'est la conclusion? fin, voilà. Mais Parfait. au-delà de sa fonction instrumentale, la personne qui travaille est une personne humaine, avec son histoire, sa vie, ses projets, une personne qui compte aussi pour elle-même et dont chacun de nous est comptable. Nous sommes comptables et responsables les uns des autres, et c'est ainsi que chaque personne est une fin en soi. Et c'est pourquoi Emmanuel Kant disait, fais en sorte à chaque instant de ta vie que tu considères l'autre non seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. C'est pourquoi beaucoup de souffrances au travail sont des souffrances éthiques, car l'atteinte au règne des fins entraîne une perte de sens au travail, entraîne un sentiment de déliaison, de déconnexion, de rupture. C'est alors que l'on perd le goût, l'envie de la production, dès lors que ce que l'on produit ne semble plus s'inscrire comme une manifestation de notre humanité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Là, vous nous ouvrez des travaux pour au moins une bonne dizaine d'années sur différents sujets qu'on avait commencé à toucher du doigt, notamment autour des questions de la subordination, de l'évaluation du travail, de l'évaluation des individus, de l'évaluation du travail des individus notamment. Je pense qu'on a encore de nombreux sillons à creuser sur ces sujets qui sont ô combien importants. Euh, Peut-être maintenant pour apporter un autre éclairage, on va laisser la parole et puis la place à un échange avec Monsieur Bourrachaud, délégué syndical central CGT de l'IRSN. Oui, Philippe, c'est vous qui allez répondre à quelques-unes des questions qu'on peut se poser dans votre secteur d'activité. Et la première qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les situations ou les questions éthiques auxquelles les salariés de votre entité sont confrontés? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme solution éventuellement dans leur quotidien de travail? Il faut remettre Oui, votre micro, Monsieur voilà, Bourrachaud. votre micro n'est pas Ah oui, je activé. pensais que vous l'aviez remis. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre à cette question très large en fait, euh, pour revenir peut-être à un fondamental qui est le travail, et le travail dans le milieu du nucléaire, qui est, vous avez cité beaucoup de domaines d'activité où l'éthique peut apparaître, et dans le domaine du nucléaire, évidemment, cette éthique est souvent questionnée, dès le début d'ailleurs, parce que dès le moment de l'embauche, de nombreux salariés se posent la question de rejoindre des entreprises du milieu du nucléaire, soit parce que clairement, ils ont une propre vision qui leur interdit d'aller dans le milieu du nucléaire, parce que clairement, on estime que c'est une énergie qui peut finalement être sale par rapport à ces déchets, parce qu'on donne une image du nucléaire, et on y reviendra, associée aussi non pas à l'énergie, la production électrique
nucléaire, mais plutôt à la bombe atomique, voilà. Et donc, dès l'embauche, la question d'éthique se pose pour de nombreux salariés. Dois-je rejoindre ou pas le milieu du nucléaire? Et d'ailleurs, on voit très bien, même dans nos organisations, hein, et moi je vois l'IRSN, des personnes qui peuvent être anti ou pro-nucléaire. Et c'est pour ça qu'on reviendra à la particularité de l'IRSN qui permet certainement d'avoir cette distinction. Je vais citer juste un exemple sur quelques conflits qu'on a eu dernièrement. En mars de cette année, une collaboration a été signée entre EDF et le ministère des Armées pour donner la capacité à la centrale nucléaire de production électrique de Civaux de produire du tritium pour la fabrication de l'arme nucléaire. Clairement, cet accord qui a été signé a soulevé un très fort émoi au sein des agents d'EDF qui, pour beaucoup, se sont dit, moi, je suis attaché à faire du nucléaire civil et il est hors de question pour moi et dans mon éthique de me lancer dans l'accompagnement de la production d'armes nucléaires. Et ça a beaucoup débattu au sein d'EDF sur cette question et ça débat encore énormément au sein d'EDF sur cette question. Et on voit bien ce lien entre les deux approches du nucléaire et le conflit que ça peut amener. Alors, si je me projette dans mon entreprise, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nous vivons en ce moment un projet de fusion avec l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, juste pour resituer, l'IRSN, c'est en fait l'expert technique qui vient en appui à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire, hein, qui va donner des décisions, des accords ou des refus aux exploitants nucléaires, soit de faire de l'exploitation, soit sur des réparations, etc. etc. Aujourd'hui, le fait d'être complètement séparé entre l'IRSN et l'ASN permet aux experts qui sont au sein de l'IRSN d'avoir une liberté d'appréciation dans leurs travaux, puisqu'il n'y a pas la pression de l'autorité sur les conclusions à donner. Clairement, le regroupement aujourd'hui des deux entités dans une seule entité fait poser la question sur de nombreux salariés sur est-ce que demain, j'aurai des pressions de par les décideurs, donc les personnes qui seront amenées à prendre la décision, mais qui seront dans la même entreprise que moi, est-ce que j'aurai des pressions de leur part pour arriver à une conclusion d'un examen technique sur des faits qui vont appuyer leur décision. Voilà. Et aujourd'hui, cette question, elle est très prégnante au sein de l'Institut. Elle pose beaucoup d'ailleurs dans l'organisation qui va être construite dans la future autorité, organisation qui devrait logiquement permettre d'éviter justement ce conflit. Mais on le sait, hein, bien souvent, même si l'organisation dans le principe et dans le papier a été écrite pour éviter ces conflits-là, la pression de la ligne managériale, la pression éventuellement de la politique au sens très large, c'est-à-dire par exemple de l'État, des exploitants. Il faut savoir par exemple quand des décisions sont prises sur une centrale nucléaire, ce sont des millions d'euros en enjeu. Vous l'avez vu dernièrement sur ce qu'on a appelé la corrosion sous contrainte, peut-être que vous avez suivi ce phénomène-là, qui l'année dernière a conduit à l'arrêt de nombreuses centrales nucléaires et qui a mis potentiellement en défaut la France de pouvoir produire sa propre électricité pour sa propre consommation. Voilà. Et il y a eu de nombreuses pressions, évidemment, qui ont certainement été faites pour faire en sorte que le moins de centrales possibles soient impactées parce qu'il y a vraiment un enjeu national. Voilà, donc on le voit, toutes ces questions sur les salariés et en fait sur leur éthique au travail est importante, d'autant plus, je pense, dans un milieu comme le nôtre. Alors, on peut évidemment mettre en place, et les sociétés s'efforcent de mettre en place une organisation pour essayer de lutter contre ça. Alors clairement, nous, ce qu'on voit beaucoup apparaître dans nos entreprises, ce sont des chartes d'éthique et de déontologie, hein, qui donc se veulent un peu l'annonciation des valeurs protectrices dans ce domaine pour les salariés. Typiquement, à l'IRSN, on en a une hein, qui est basée sur 4 grands principes, hein, excellence, indépendance, partage, anticipation. Hein, et on retrouve ici évidemment les grandes valeurs que peuvent conduire à une entreprise qui va travailler dans notre domaine avec des questions d'éthique et de déontologie. Et pour mener à bien ça, l'entreprise se dote de personnes, de chargés de mission d'éthique et de déontologie qui vont être le point d'entrée, notamment pour les salariés qui auraient des questions ou qui auraient des interrogations sur leur travail en se disant, là, je suis dans une situation où je ne me retrouve plus, j'ai réellement un problème de conflit de valeurs, il faut que j'aille voir quelqu'un pour en discuter.
Donc ça, c'est une première partie. On s'est aussi doté d'une commission d'éthique et de déontologie, hein, donc commission qui est composée de 7 membres, et clairement, la commission aujourd'hui s'est dotée de membres hors IRSN, c'est-à-dire qu'on a des personnalités reconnues et très largement reconnues à l'extérieur, souvent de la société civile, hein, qui sont là pour répondre à des questions d'ordre éthique et de déontologie de l'Institut. Donc, ils sont soit questionnés directement par les salariés, mais aussi par l'Institut lui-même, où cette commission s'auto-saisit pour donner un avis sur certains sujets. Typiquement, elle s'est auto-saisie pour donner un avis sur le projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN, ayant conduit dans sa conclusion de dire que clairement, il y avait un risque important à fusionner les deux instituts en ce qui concerne l'éthique et la déontologie. On voit que ce n'est pas un sujet neuf, puisqu'en ce qui nous concerne, cette commission existe depuis 2009. Alors, on peut mettre aussi en place, en termes d'organisation, ce qu'on pourrait appeler des murailles de Chine, c'est-à-dire qu'on sépare clairement, en tout cas dans l'orga, tout ce qui est processus, process ou direction qui vont travailler sur un sujet qui pourrait impacter l'autre sujet, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, entre l'expertise et puis le décideur. Donc clairement, il suffit de bien organiser. Une fois encore sur le papier, ça marche. Évidemment, après, dans la pratique, c'est un peu plus difficile. Mais bon, clairement, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place, et on va voir, nous, en tout cas, dans notre organisation, si elles vont se mettre en place. Un fait important, c'est que la loi qui a conduit à cette fusion exige de clairement séparer le processus d'expertise et le processus de décision. Donc, on voit bien que même du point de vue du législateur, il a bien vu l'importance, et on y reviendra parce qu'il y a une importance aussi vis-à-vis de la société civile et les impacts que ça peut donner en termes de société civile. Ok, merci Philippe. Vous avez actuellement une fonction de représentant du personnel au sein de votre structure. Comment est-ce que vous vous retrouvez exposé ou non à cette question-là dans votre quotidien de représentation du personnel, soit individuel, soit collectif? Comment les IRP ou les représentants de personnel peuvent être exposés à cette dimension de l'éthique? Alors, plusieurs vecteurs évidemment d'exposition pour les représentants du personnel. Alors déjà, tout à fait, là, on parle de conflit de valeurs. C'est vrai que on est souvent, même tout le temps, euh, questionné par la direction sur les projets que veut mettre en place la direction, que ce soit dans l'organisation, que ce soit des projets liés à la méthode de travail, etc. etc. Et là encore, on peut voir des approches évidemment différentes entre une vision d'une direction et une vision de représentant du personnel, qui nous met souvent en défaut vis-à-vis de nos perceptions. Alors, elles se traduisent après par des avis d'un CSE qui vont conduire à un avis négatif, qui se traduisent aussi par des échanges avec la direction, et en fonction des directions plus ou moins bienveillantes, on arrive à faire évoluer les choses. Donc, ce sont quand même souvent des positions et des conflits assez permanents. Et puis, ces conflits, on les retrouve au sein même des représentants du personnel. On peut malheureusement voir encore aujourd'hui, hein, chez certains représentants du personnel, moi, ce que j'appellerais du copinage, hein, c'est-à-dire clairement, je vais défendre que ceux qui sont mes adhérents. Voilà. Et les autres adhérents des autres syndicats, je ne vais pas les défendre. Je vais avoir des informations intéressantes, et je vais n'informer que les élus. Donc, je vais rester aussi dans une petite organisation et pas diffuser très largement. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'appelle ce principe de copinage qui est évidemment à proscrire et à bannir si on veut répondre au rôle de représentant du personnel. Il y a aussi tout ce qui est lié aux tentatives. Moi, j'ai été pendant 15 ans secrétaire de ce qu'on appelait avant un comité d'entreprise. Clairement, on est sollicité régulièrement par de nombreux prestataires pour faire beaucoup de choses. Je vais donner un seul exemple qui va parler à tout le monde. Les voyagistes nous proposent de partir une semaine dans ce qu'ils appellent un voyage d'études. Grosso modo, ce sont des vacances payées, hein, où on part à 50 élus de plusieurs CE pour découvrir ce qui devrait être le voyage qu'on proposerait plus tard aux autres élus, mais qui ne reste pas moins que des vacances payées, et qui, a posteriori, rend presque un devoir de retour d'ascenseur, et donc nous rend redevable au prestataire pour contractualiser avec lui un peu plus tard. Donc on voit ce rôle de mise en défaut que ça peut faire pour les élus.
On peut le voir aussi dans des choses beaucoup plus bénignes, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à une finale d'un match de foot ou de rugby dans une loge, et vous allez passer 3 heures dans une loge avec le champagne à volonté. Mais là encore derrière, il y a toujours une finalité de par la personne qui fait ça. Et il faut rester là aussi, je veux dire, très droit dans ses bottes, hein, pour ne pas sombrer dans ces travers-là, qui peut être, à mon avis, rapide, et puis rester dans une forme d'éthique importante pour les représentants du personnel. Moi, j'ai toujours coutume de dire que la reconnaissance des salariés sur notre travail, sur nos actions de représentants du personnel, ça doit être notre seul moteur. Voilà. Et il faut bien voir que clairement, ce qui nous conduit dans nos missions peut s'apparenter plutôt à un sacerdoce. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour ce temps de partage. Ce qu'on a entendu dans ce que vous nous évoquez, c'est des choses qu'on a un petit peu tracées tout à l'heure sur l'élargissement des instances. Vous dites qu'il y a des personnes qui sont externes à la structure qui sont là. Le fait de transmettre et de partager les informations pour pouvoir avoir une meilleure vision des sujets qui sont à traiter. Ça peut faire écho aussi à la question dans la zone de chat sur comment les CSE peuvent s'emparer de ce sujet-là. Et puis, le fait de s'attacher à tout être humain, qu'il soit ou non adhérent, à partir du moment où il a besoin d'un conseil, d'un appui dans son quotidien de travail, ce qui fait peut-être écho à ce que Monsieur Gilles nous évoquait tout à l'heure. Je pense qu'on on va passer à l'intervention suivante. Arnaud, peut-être je te laisse introduire Monsieur Castel. Oui, donc on a le plaisir d'avoir parmi nous Patrick Castel, directeur de recherche à Sciences Politiques, qui va nous apporter les éclairages de la sociologie des organisations sur ce concept d'éthique. Alors, bonjour, bienvenue, Monsieur Castel. D'abord, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire, du point de vue de la sociologie des organisations, comment cette discipline s'est emparée ou pas, ou partiellement, de ce concept d'éthique? Oui, alors merci pour l'invitation. Je serai beaucoup moins sans doute précis et notamment corriger Gilles et sur la définition de l'éthique, parce qu'effectivement l'éthique n'est pas au cœur, en fait, enfin, on ne l'aborde pas directement, en tout cas comme question, même si c'est, vous le verrez, des choses qui peuvent résonner avec ce qui vient d'être dit. Quand on parle d'éthique et qu'on est en sociologie, évidemment, on pense tout de suite à Max Weber, qui est un des fondateurs de la sociologie et qui distinguait deux formes d'éthique. En fait, l'éthique de la conviction, où c'est des personnes qui finalement agissent en fonction de respect de normes et de valeurs, quelles que soient finalement les conséquences, et une éthique de responsabilité qui est plus en fait la rationalité, c'est l'idée de réajuster les moyens aux fins. Alors évidemment, ça a été beaucoup discuté, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des discussions très, très théoriques, mais cette distinction a été discutée. Mais bon, ça montre derrière ça l'intérêt de la sociologie aussi pour interroger la question de l'éthique. Voilà. C'est-à-dire quels sont les différents systèmes de normes et de valeurs, à la fois au niveau de la société, mais après aussi au niveau des organisations et après au niveau individuel, et comment tout ça finalement s'intègre plus ou moins bien. Connexe avec les questions que vous avez introduites dans votre propos, une partie de la sociologie du travail s'intéresse depuis un certain nombre d'années sur les nouvelles formes d'organisation du travail, une forme de rationalisation qu'on retrouve autant dans le secteur public que le secteur privé. Et donc, cette sociologie du travail s'intéresse sur la question de la surveillance, le contrôle, les indicateurs, et beaucoup de cette sociologie met l'accent sur la déconnexion entre Marianne Dujarier a parlé par exemple des planeurs, c'est-à-dire finalement une déconnexion entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui l'effectuent, et donc à la fois une forme de souffrance locale, mais aussi des formes de résistance par rapport à cet écart que l'on sent entre la conception et la réalisation du travail. Pour ce qui est de la sociologie des organisations, comme je le disais au
début, finalement, la question de l'éthique, bon, même si Max Weber fait partie des premiers qui ont, enfin, des fondateurs finalement de la sociologie des organisations à l'origine, hein, elle n'est pas abordée de front. Je ne l'aborde pas, moi, de front, mais en revanche, c'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit depuis le début de ce webinaire, les choses qui résonnent, c'est notamment, par exemple, votre schéma sur l'intégration entre le méso, le micro, et puis finalement un peu le macro, en fait, et comment ça se régule, tout cet ensemble humain, avec l'idée que finalement, c'est presque un principe de base, même si la sociologie n'a pas beaucoup de lois comme d'autres disciplines, hein, au sens inscrit dans le marbre, mais on pourrait dire que ce serait une loi finalement qui a toujours un écart en fait entre le projet collectif et sa réalisation, et que l'objet c'est de comprendre finalement ces écarts. Donc dans un certain nombre de cas, et ça renvoie peut-être à ce que disait Monsieur Gilles sur finalement à la fois en fait la règle et son application, et dès très tôt, quand on a commencé à travailler sur la bureaucratie, les sociologues ont vu qu'il pouvait y avoir des risques finalement d'une forme de ritualisme où la bureaucratie, vous voyez, c'est finalement, c'est devenu un gros mot, mais en fait, ça n'en est pas un au départ. C'est finalement comment essayer d'organiser un peu rationnellement des activités collectives. Donc, s'appuyer beaucoup sur la règle. Et donc, très tôt, les sociologues ont montré que parfois, un des risques de la bureaucratie, c'était que les acteurs appliquent les règles sans oublier finalement leur esprit. Et donc, finalement, arriver à dévoyer l'esprit en suivant la règle de façon automatique. Mais d'autres sociologues des organisations ont montré aussi que parfois, les acteurs locaux dérogent aux règles, au contraire, et alors soit pour se ménager des marges de manœuvre, mais aussi pour remplir finalement ce qu'ils considèrent être l'objectif collectif. C'est-à-dire qu'ils conçoivent que finalement le projet collectif ou les règles qu'on leur applique ne permettent pas de remplir l'objectif de l'organisation. Donc il va y avoir une forme de responsabilisation, d'autonomie qui va s'instaurer et qui va créer des règles. Je prends juste un exemple et puis après je m'arrêterai là, mais au moment il y a eu des travaux de sociologie au CSO, notamment Jean-Philippe Neuville, qui a travaillé sur le management par la qualité totale, et qui montrait tout un ensemble d'écarts aux règles par rapport à ce projet de la qualité totale, parce que les agents au plus près de la production considéraient que s'ils les appliquaient à la règle, justement, eh bien, finalement, la production s'arrêterait et que ça créerait encore plus de problèmes pour ce qu'ils considéraient être des voitures de qualité. Voilà. Et donc, on pourra revenir peut-être dans la discussion, mais vous voyez, il y a tout ce rapport à la règle qui est très complexe, et je reviendrai aussi dans d'autres questions que vous me poserez, mais c'est au cœur finalement de la sociologie des organisations, et c'est là où on peut dialoguer, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté votre invitation tout en n'étant pas spécialiste de l'éthique. C'est que le jeu avec la règle, le rapport à la règle est au cœur de la sociologie des organisations. Et dans un contexte sur lequel vous avez plus particulièrement travaillé, qui est celui de la pratique médicale, comment se loge cette question de l'éthique et peut-être de rapport à géométrie variable, on va dire, avec la règle? Oui. Alors, premier élément, et peut-être ça fera réagir Monsieur Gilles, mais c'est vrai que moi, ce qui était en tant que médecin, hein, j'ai été frappé, j'ai interrogé beaucoup de médecins dans différents contextes. Je menais des enquêtes sur la cancérologie. Actuellement, je mène des travaux sur les EHPAD. Je reviendrai sur ces exemples-là. On a travaillé sur les urgences aussi avec des collègues. On a travaillé sur le Covid, comment les hôpitaux avaient absorbé finalement cette vague de Covid qui a menacé de submerger les hôpitaux, et en fait les hôpitaux ont tenu, hein, donc même si ça a été beaucoup de souffrance, ont tenu. Ce qui m'a frappé, c'est que quand les médecins, on leur évoque la question de la déontologie, c'est dans un premier temps, finalement, par rapport à leurs collègues. C'est-à-dire que la norme de confraternité est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord, beaucoup, en tout cas dans les univers où j'ai étudié, peut-être c'est différent en neuropsychiatrie, mais dans les univers où j'ai étudié, ce qu'on considère finalement
la pratique médicale est très encadrée, même de façon informelle, par le rapport au pair. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à exprimer des désaccords entre médecins, y compris quand on est PUPH en cancérologie. J'ai pu observer des réunions de concertation où ils avaient des dossiers à étudier, pour promouvoir pour conseiller ce qu'on appelle des seconds avis. Et autour de la table, c'était des spécialistes de la cancérologie qui étaient très choqués de ce qu'ils voyaient. Ils disaient, mais c'était très mal pris en charge, il a perdu des chances, etc. Et en fait, autour de la table, personne n'osait vraiment dire, bon, ben, qui va appeler? Ben, tu sais, c'est compliqué. Il y a cette norme de confraternité qui a été montrée depuis les années 70 et qui est sans doute une déviance par rapport à telle qu'elle a été conçue et qui s'est instaurée chez un certain nombre de médecins, c'est-à-dire que c'est très difficile finalement, parce que la norme de liberté, pour le coup, est très, très fortement inscrite les médecins. Donc c'est difficile, il y a cette tension en fait entre la norme de confraternité et l'éthique face aux patients. L'autre élément que je voudrais dire, une autre tension, c'est entre l'evidence-based medicine et l'expérience personnelle. C'est-à-dire que les médecins ont à gérer, et ça c'est intéressant à observer. À la fois, l'evidence-based medicine, c'est finalement produire des recommandations pour guider la pratique médicale en fonction de données de la science plus ou moins robustes, puisqu'après, quand on voit que ça dépend des domaines, il y a plus ou moins de robustes, mais en tout cas, c'est des données collectives établies et l'expérience du médecin et évidemment aussi ce qu'il va évaluer ou ce qu'il va traduire des attentes du patient. Et donc, c'est ces trois grands pôles, en fait, que, en pratique, les médecins vont devoir, au fur et à mesure, au cours de la pratique, finalement, articuler avec une nouvelle, ça fait plusieurs décennies, mais en fait, des enjeux aussi économiques. C'est-à-dire que même dans l'hôpital public, eh bien, des moments, on voit bien que cette question économique est sous-jacente. Même si là où j'ai pu observer des travaux en cancérologie, et j'en ai parlé avec des collègues, on n'a pas vu vraiment cette crainte, en tout cas en cancérologie, sur ce objectif économique qui primerait finalement sur une éthique du soin. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, on m'avait interpellé sur les pratiques médicales, mais aussi je trouve que c'est très important de s'intéresser aujourd'hui aussi aux pratiques soignantes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de plaintes, en fait, chez les infirmières, les aides-soignantes, aides-soignants, sur finalement, on a perdu le rapport aux soins. Finalement, la plainte sur la production, en fait, l'impératif de production dans un contexte contraint, qui irait au détriment de la relation de soins. Et donc, c'est un peu aussi finalement le care. Vous savez, il y a cette opposition, peut-être vous ne savez pas, mais en tout cas entre le cure et le care. Et donc, le care, c'est prendre soin. Et donc, en fait, cette éthique du soin serait menacée, contrainte par finalement, alors pas tellement évidemment, il peut y avoir des conflits avec le cure, mais là, surtout par rapport à une rationalisation du travail et des moyens plus contraints. Voilà. Très bien. Peut-être pour laisser de la place aux échanges, on va peut-être conclure cet échange, à moins que vous ayez quelque chose qui vous semble important là en guise Oui, de conclusion. alors moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec nos collègues, c'est que pendant je vais être court, rassurez-vous, mais c'est quand on a enquêté presque à chaud pendant la crise Covid, donc dès avril 2020, on a mené un certain nombre d'entretiens dans les hôpitaux et on a continué. Puis après, on l'a fait dans d'autres organisations. Et en fait, ce qui nous a marqué, c'est que beaucoup de personnes nous ont dit, c'était à la fois une des expériences les plus dures qu'on ait vécues, et notamment, voilà, je pense au nucléaire, on sait qu'il y a des agents qui sont allés sans masque, etc., qui ont risqué leur vie, etc.
il y a très peu, en fait, les gens se sont engagés, alors que le management, jusqu'à présent, disait il y a des problèmes d'engagement, etc. On a bien vu que c'est pas un problème d'engagement, que les gens étaient capables, enfin, une grande majorité étaient capables de, y compris au risque de leur vie, les premières lignes, etc. Donc, c'était à la fois une période très dure et en même temps, c'était la période la meilleure qu'on ait vécue expérience professionnelle. Et quand on creuse pourquoi c'était la meilleure expérience professionnelle, c'est parce qu'il y a eu des conditions de coopération dans beaucoup d'endroits inhabituelles. Au sein des hôpitaux, entre les différents corps de métiers. Aussi pour des collègues, alors je serai moins précis, mais je sais que des collègues qui ont travaillé aussi sur tout ce qui est l'énergie, ils ont vécu aussi ça. Il y a eu une forme de suspension de certaines règles, parce que c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'autonomie aux acteurs. Et finalement, ce qui nous a frappé, je finirai là-dessus, la société française, je veux dire, bon, c'est un grand mot, mais en tout cas, un nombre de collectifs ont tenu dans des difficultés, dans de grandes difficultés. Et en fait, on ne s'est pas interrogé vraiment, on n'est pas allé au bout. Certaines organisations l'ont fait, mais de façon même isolée, et c'est une minorité, sur qu'est-ce qui a permis en fait aux collectifs de bien réaliser leur travail, qu'ils aient le sentiment de cette satisfaction au travail, d'avoir retrouvé du sens au travail. Et finalement, on a refermé cette période-là en disant bah, c'est exceptionnel, c'est le Covid, etc. Évidemment que le virus avait des spécificités, mais ça n'explique pas tout. Il y a sans doute des leçons à tirer pour l'avenir, en temps normal, et pour les futures crises à venir, qu'elles soient politiques, climatiques ou que sais-je, numériques. Donc, à la fois en temps normal et pour les futures crises, on n'a pas tenu, pour nous, on n'a pas pris le temps, en fait, de tirer les vraies leçons du Covid et la capacité de nombreux collectifs à avoir tenu collectivement et d'avoir retrouvé du sens au travail. Oui, en effet, on partage ce constat sur le fait que les personnes n'ont pas eu le sentiment de travailler de manière moins éthique qu'auparavant pendant cette période. Merci beaucoup, Patrick Castel. On verra tout à l'heure. J'espère qu'il restera quelques minutes pour les quelques questions, même si c'est pas gagné. Je propose de passer tout de suite la parole à Amandine Brugière, donc de l'ANACT, pour qu'elle nous dise de quelle manière cette question de l'éthique est ressortie dans les différents travaux de prospective qu'on a pu réaliser au sein du réseau. Amandine. Oui, c'est bon, le micro est ouvert. Sandrine, Arnaud, bonjour et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors en effet, j'ai pas beaucoup de réponses à apporter au questionnement, mais l'idée c'était de vous faire part de ce qui nous avait amené sur ce sujet et ce qui nous a fait cheminer avec Arnaud et Sandrine jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très heureuse, moi personnellement, qu'on ouvre le sujet et qu'on continue à le creuser. Et c'est vrai que ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est en fait un travail de prospective qu'on a mené dans le cadre des 50 ans de l'agence. Enfin, l'agence a été créée en 73, où on a fait un travail donc, de rétrospective et de prospective avec un partenaire qui s'appelle l'Université de la Pluralité, un travail qui s'appelle Le Travail qui vient, je vous mettrai le lien. Et cet exercice, on a fait le choix de faire un exercice de prospective en prospective fiction, considérant que justement la production de récits, la production de fiction, et là je prends appui sur Paul Ricoeur en effet, est aussi importante que des analyses sérieuses des tendances lourdes ou des signaux faibles qui peuvent arriver. Et donc on a pris le parti de travailler avec 4 ARACT, 4 agences et leurs partenaires, représentants de syndicats, représentants d'entreprises, chercheurs, consultants, pour leur faire imaginer des entreprises possibles, crédibles, en tout cas réalistes, en 2050. Et du coup, aller assez loin dans peut-être le fait de produire des organisations assez, on pourrait dire, en rupture avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et quand on a après analysé ce travail-là, quand on s'est posé sur ces fictions et qu'on s'est demandé ce qu'elles nous donnaient à voir comme projection, comme fantasme sur l'avenir, en tout cas comme projection, on a été absolument surpris par le fait de voir que le dialogue social avait disparu, quasiment disparu,
de ces 6 entreprises fictionnelles, alors même que ça avait été produit par nous, hein, nous et nos pairs, et donc les premiers défenseurs du dialogue social. Et donc étonnamment, on n'avait pas comment dire, étendu cette forme-là de dialogue très très loin, et que cet effacement du dialogue social tel qu'on le connaît aujourd'hui, institué dans un rapport de force, se faisait au profit, étonnamment, d'une montée en puissance des comités d'éthique. On en avait dans chaque scénario, alors sur des sujets différents, mais et donc ça nous a quand même énormément interpellés. Et je voulais du coup vous présenter ces petites, enfin 2 ou 3 de ces petites histoires. Alors, quant à la diminution de la place du dialogue social, ça peut se comprendre aussi quand même, il faut le préciser, par des entreprises qui ont des fonctionnements beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus horizontales, partagés. Donc, quelque part, un certain nombre de besoins de régulation ou de prise de décision se déroulent au plus proche du terrain, dans des fonctionnements finalement assez bien régulés et avec les différentes parties prenantes. Mais néanmoins, cette montée des questions éthiques, eu égard aux enjeux environnementaux et aux enjeux technologiques, voilà, nous ont interpellés. Et j'ai aussi beaucoup aimé, c'est vrai, le schéma que vous avez présenté sur ces différents niveaux des sujets éthiques, à la fois micro, mezzo, macro. Je pense que c'est très, très éclairant et que c'est peut-être l'ensemble des niveaux ou plutôt sur ces différents niveaux, il va falloir construire des choses. Voilà. En tout cas, donc, les questions éthiques dans ces scénarios étaient ressorties autour de 2 sujets, on va dire. D'une part, des attentes sociétales et environnementales très fortes qui faisaient pression sur les entreprises, et d'autre part sur le rapport aux outils de travail et dans cette relation homme-machine qui fonde le travail. Hein. L'homme a toujours produit des outils pour pouvoir travailler mieux, de manière moins pénible, de manière plus productive, etc. Et ce faisant, il se génère des problèmes et des nouvelles complexités. Et donc avec l'IA, voilà, les scénarios aussi donnent à voir des complexités nouvelles. Alors sur les attentes sociétales et environnementales, en tout cas les 6 entreprises fictionnelles décrivent vraiment des entreprises qui sont ancrées dans leur territoire et qui ont pris en charge les questions sociétales et environnementales. C'est-à-dire qu'on n'a plus les sociétés ou une majorité de sociétés telles qu'on les a aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne poursuivent comme objectif que de maximiser leurs profits ou qui se considèrent comme étant un agent économique. Là, on a vraiment des entreprises qui prennent part aux enjeux de la société. Et quelque part, cette tendance, on peut la voir poindre hein, dès aujourd'hui. On a tout le champ de l'ESS, on a les entreprises qui, en 2024, j'entends, définissent des raisons d'être, se donnent des labels comme ça de responsabilité sociale environnementale. Mais on voit aussi tout le prisme des questions de santé publique. On l'a vu avec le Covid, hein, qui ont bousculé, voire effacé les questions de santé au travail. Le sujet de l'endométriose, de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, d'une meilleure prise en charge des maladies chroniques, etc., etc. On a comme ça des sujets qui interpellent l'entreprise et qui l'obligent à prendre à bras le corps des questions qui n'étaient pas dans son spectre au départ. Je caricature un tout petit peu. Et donc en 2050, voilà, les entreprises, elles sont pleinement responsables de ce qui se passe pour la planète et pour les travailleurs qu'elles ont en leur sein. Et donc, une de ces petites histoires, qui est la plus, on va dire, distrayante, puisqu'elle a une activité, cette société, enfin, cette entreprise Partender, qui consiste à organiser des fêtes ou à soutenir des gens qui souhaitent organiser des fêtes. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée à ça, mais qui se pose plein de questions éthiques. La fête est-elle éthique? N'importe quelle fête et nature de fête est-elle éthique? Est-ce qu'on peut organiser des fêtes white only, c'est-à-dire qu'avec des gens blancs, qu'avec des gens fins et pas gros? Est-ce que des fêtes qui deviennent des défouloirs peuvent encore être considérées comme des fêtes? Bref, au quotidien, les valeurs de la fête sont questionnées dans ce scénario. Et donc, l'entreprise est obligée, au fur et à mesure, de créer une nouvelle fonction garante du sens et de l'éthique. Et le problème de cette fonction, c'est qu'elle est absolument indélicate. Enfin, elle n'est pas facile, elle est très délicate, puisque cette fonction est prise tantôt comme un juge, tantôt comme un commissaire politique, alors que les travailleurs considèrent qu'elle devrait aider à développer et à animer des débats éthiques au sein de Partender et pas seulement à énoncer la loi. Donc voilà, le scénario ne tranche pas, mais c'est pour dire que cette fonction du garant de l'éthique n'est pas du tout une fonction facile. Deuxième exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Symbole et qui a pour mission de concevoir des habitats mobiles, durables, à partir de matériaux et de déchets recyclables.
Donc l'entreprise source des matériaux partout où elle peut. Sa mission d'intérêt général est de dépolluer la planète et à partir de ces matériaux de reconstruire des habitats. Seulement, sa raison d'être est ambiguë puisque si elle s'oppose dans ses valeurs à un modèle extractiviste et productiviste, néanmoins, son modèle économique repose sur les déchets produits par d'autres. Et donc là se joue toute l'ambiguïté. Elle a intérêt à ce que d'autres continuent à produire des déchets. C'est ce qui lui permet de travailler. Et donc l'entreprise aussi, constamment en tension, créer une fonction du garant de l'alignement entre l'activité de l'entreprise et ses valeurs, et garant de l'alignement entre les intérêts de l'entreprise et ceux de la planète. Et là encore, cette fonction est difficile à tenir et a du mal à se structurer. Et puis enfin, troisième exemple, et je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est une société qui s'appelle Optimal et qui développe des implants d'augmentation des capacités humaines, à la fois physiques et puis cognitives. Et puis au fil des années, cette société qui est constituée en trois entreprises, donc une entreprise de R&D qui pousse la recherche, une entreprise qui vend, qui produit et qui vend les implants, et une entreprise de type Fab Lab, c'est-à-dire qui va aider à réparer les prothèses, les implants à faible coût dans du bricolage do it yourself et pour des gens qui ont peu d'argent. Et donc cette entreprise se retrouve là aussi aux prises avec des questions éthiques, puisque la société, et qui est en plus portée dans cette histoire par le gouvernement, la République de Poitiers, il se trouve, ça s'est passé à Poitiers, c'est un petit clin d'œil pour les collègues de Poitiers. Donc cette société ne voit pas que finalement les implants profitent aux plus aisés, aux plus riches, tandis que les plus pauvres finalement sont obligés de passer par le Fab Lab ou même ne peuvent pas se payer les implants, et que la société est en train de contribuer, l'entreprise est en train de contribuer à la production d'inégalités très fortes. Et donc ces questions un peu d'eugénisme perturbent forcément les travailleurs, qui en appellent au comité d'éthique de cette entreprise qui existe, mais qui est tellement décorrélé du terrain et qui est composé d'experts extérieurs, mais sans attache avec le terrain. Finalement, ce comité éthique ne se saisit pas de ces questions-là. Bon, voilà, c'était juste trois petites histoires pour montrer qu'il y a différents niveaux, en effet, sur lesquels on peut agir. Et que ce sujet de l'éthique, c'est un sujet à tiroir, en fait, et qu'on peut le jouer à différents niveaux. Nous, ce qui nous a questionné, c'est de savoir comment est-ce qu'il s'articulait avec le dialogue social et les objets classiques de dialogue social. Monsieur Bourrachour en a un peu parlé tout à l'heure, comment parfois le CSE peut être interpellé. Mais ça, c'est une vraie question pour nous. Comment cette articulation va se faire. Et vis-à-vis de ça, je voulais juste, et je terminerai par ça, par vous relater une journée qu'on a eue hier avec nos collègues en Île-de-France et puis un grand nombre de partenaires, des partenaires sociaux sur les questions d'IA au travail, et qui était vraiment à la fois une vraie lueur d'espoir. Cette question de l'intelligence artificielle, elle est à la fois assez effrayante et passionnante parce que l'intelligence artificielle est quelque chose d'assez informe, c'est-à-dire que c'est pas encore complètement mature comme technologie. Ça va s'alimenter de ce que les hommes et les femmes au travail vont produire. Donc l'IA va influencer les organisations de travail, et à l'inverse, les organisations de travail vont formater les intelligences artificielles. C'est ça qui va être aussi intéressant à voir. Et pour accompagner ça, les partenaires sociaux présents dans le cadre d'un projet mettaient en avant un certain nombre d'outils vraiment intéressants pour pouvoir accompagner toutes les questions éthiques qui allaient se poser, puisque les questions se posent de savoir où on va positionner l'intelligence artificielle. Alors, il y a ce que les directions peuvent choisir, mais il y a aujourd'hui déjà énormément d'usages cachés, des shadows, c'est-à-dire des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle sans le dire à leur manager et à leur direction. Et là se pose la question de savoir où on va positionner les intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on va leur déléguer comme tâche et comme activité, et qui va décider de ça. C'est-à-dire que souvent, le discours des promoteurs consiste à dire on va enlever les tâches répétitives, on va garder les tâches à valeur ajoutée pour les êtres humains. Mais voilà, est-ce que parfois on n'a pas besoin de tâches un tout petit peu répétitives? Est-ce qu'on n'a pas besoin parfois de tâches à moindre valeur ajoutée pour se reposer? Voilà, toutes ces questions de pose. Et donc, comment ça va être arbitré? Et donc là-dessus, les partenaires sociaux faisaient la proposition, d'une part, de mettre en place
des accords de méthode, qui est un des outils qu'on a dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire on ne construit pas tout de suite une négociation et on ne produit pas tout de suite des normes et des règles. On se donne juste des temps de revoyure et un cadre pour réfléchir ensemble avec les différentes parties prenantes et pour quelque part cheminer ensemble et identifier les bons sujets sur lesquels il faudra négocier. Il proposait aussi que peut-être il y ait des sortes de listes, comme on l'a aujourd'hui pour les données personnelles, des listes d'usage ou de type d'IA dans les entreprises, qu'on puisse identifier à quel endroit ça se joue et qu'est-ce qui se joue dans ces utilisations. Et puis, outre ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise, il y a ce qui peut être fait à d'autres niveaux. Voilà, là, c'est le niveau un peu plus macro. Il y a toutes les négociations qui sont en train de se passer au niveau européen avec l'IA Act et où sont en train d'être interdites des applications de type profilage ou reconnaissance émotionnelle qu'on considère comme n'étant pas justement éthiques du point de vue de la société. Voilà, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et riche au regard de ces questions éthiques et de leurs différents tiroirs à alimenter. Voilà, merci de votre écoute. Merci Merci. beaucoup, Amandine. On arrive à l'issue de notre temps. Euh, donc c'est, je pense, impossible d'apporter une conclusion à ces échanges, tant voilà, ça ouvre plutôt des questionnements, des pistes de travail sur différents champs, hein. Amandine, tu l'as évoqué à la fois sur le versant technologique, sur le versant du dialogue social, sur le versant du management. On a peut-être commencé ce matin à poser quelques premières pierres sur les différentes strates où pouvait se jouer l'éthique. On n'a pas pu avancer par contre sur le nécessaire dialogue entre ces différentes strates et puis le fait de construire une éthique qui soit cohérente pour les organisations et les individus qui la composent. Donc, il y a aussi des enjeux juridiques qu'on a évoqués avec Monsieur Gilles en filigrane, avec les enjeux d'obéissance, de subordination, quid de l'éthique dans cette relation. Donc voilà, en tout cas, on a, je pense, peut-être un petit peu éclairé le sujet et surtout tracé de belles perspectives pour travailler ça dans l'avenir. Sandrine, si tu veux apporter le mot de la fin. Juste peut-être redire que le témoignage d'Amandine sur tous ces scénarios qui ont été produits dans toute la France nous montre que c'est pas un sujet du tout aveugle pour les actifs, que c'est un sujet de demain pour eux. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de se renforcer, d'outiller les entreprises sur ce sujet-là, notamment parce que l'autre est une fin en soi, comme disait Roger Gilles. Donc voilà, ça nous laisse peut-être augurer des temps suivants et de l'outillage complémentaire sur ces questions-là. Et puis on remercie effectivement vivement Monsieur Gilles, Monsieur Bourrachaud, Monsieur Castel et Amandine pour leurs brillantes et passionnantes interventions les uns et les autres, même si c'est forcément dans un temps très contraint qu'exige le format webinaire. Et on remercie aussi les collègues qui ont contribué à l'animation de ce webinaire. Donc, Tessa, Géraldine, Natacha, et puis voilà, affaire à suivre, je pense. Et puis on remercie évidemment tous les participantes et les participants. Excellent appétit à tout le monde et puis excellente suite de semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail.